Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont connus, les 9 membres de la Cour constitutionnelle, nommés par une ordonnance présidentielle lue à la RTNC. Ces 9 personnalités, issues soit de la magistrature, soit du corps professoral, forment cette chambre, la première du genre dans l'histoire de la RDC. Il s'agit de Vundaoe Tepemako, Esambo Luzolobambi, Luamba Bindu, Corneille Wasenda, Kalonda Kele, Kilombalanda, Banyaku Luape et Funga Sungu. Cette cour constituée à la compétence de juger le chef de l'État et le Premier ministre. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des édits et règlements intérieurs des chambres parlementaires. Ici est de noter que les membres de cette cour ont été nommés par le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République lui-même. Cette nomination n'a pas tardé à susciter des réactions. Elles sont positives. Le Parti du Peuple pour le progrès du Congo, par exemple, salue cette nomination. Il estime qu'avec cette cour, la RDC enregistrera des avancées dans le secteur de la justice, surtout que le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas en mesure de résoudre certains problèmes liés à la Constitution. Ndita Tindita, président de ce parti politique du centre, l'a dit ce mardi à Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Ce que nous avons jusqu'à présent, c'est la question. Je suis très content que le chef de l'État venait de choisir maintenant tous les membres de la Cour constitutionnelle pour que nous y rentrions, parce qu'il me semble que nous n'avons pas encore une constitution révisée et approuvée au référendum. Donc, la première constitution de 2005, nous ne devons pas d'abord commencer par avoir toujours des suspicions. Quand quelqu'un est nommé au niveau de la Cour suprême, il reçoit quelque chose qu'on appelle en hébreu « hokma », une puissance autre qui vient. Ces hommes-là vont commencer à défendre leur diplôme, leur honneur. Et je connais ces hommes-là, ce sont des hommes d'intégrité. Et je pense que les premiers tests qu'on va avoir, les tests de leur capacité, c'est que nous allons partir au niveau de la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 218. Donc je n'ai pas de problème avec les gens qui sont nommés, qui sont choisis à la Cour constitutionnelle. Nous allons avoir les tests de vérification de confiance. Pouvons-nous avoir confiance en eux? Réagissons lui aussi à cette nomination. Le coordonnateur de la Maison civile, une structure de la société civile, salue la confiance que le chef de l'État a placée en ces personnalités qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire de la RDC. Toutefois, Jean-René Suedi invite les membres de la Cour constitutionnelle à privilégier l'intérêt du peuple. Il est au micro de Jemi Mamogo et Baby Malobo. Et déjà, le professeur Jean-Louis Sambo, l'un des membres de cette cour, s'exprimait sur les attributions de cette cour dont il fait désormais partie. Pure coïncidence ou le pressentait-il? En tout cas, il est le seul à le savoir. Néanmoins, je vous laisse suivre un extrait de l'entretien accordé à Télé 7 sur ce sujet. Et cet extrait est choisi par Nadine Laing. Parce que la Cour constitutionnelle va être une juridiction autonome dont les attributions ne vont pas être exercées par une autre juridiction. Notamment aussi par sa composition. La Cour constitutionnelle à venir va être composée de 9 membres, ce qui n'est pas le cas par rapport à la Cour suprême de justice actuelle. Les 9 membres, dont 3 vont être désignés par le chef de l'État à sa propre initiative, 3 par les magistrats autour du Conseil supérieur de la magistrature et 3 par les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Déjà au niveau de la composition et de l'origine des magistrats,
qui vont composer la Cour constitutionnelle. Il y a une différence avec la Cour suprême parce que pour la Cour suprême, les magistrats sont tous nommés par le chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils sont régis par le statut de magistrat. Alors, les attributions de la Cour constitutionnelle sont énormes, mais je n'en citerai que quelques-unes. Par exemple, que la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral et référendaire, élections législatives nationales et élections présidentielles, que la Cour constitutionnelle va être le juge pénal du chef de l'État, du Premier ministre, lorsque ces deux personnalités se rendent coupables des infractions contre la Constitution ou contre le droit pénal général ou spécial. C'est la Cour constitutionnelle qui va être compétente. La Cour constitutionnelle est également compétente pour trancher des conflits de compétences entre institutions, oui. Par exemple entre le gouvernement, le Parlement, ou le chef de l'État, ou entre l'institution nationale et l'institution provinciale. C'est la Cour qui va trancher. Et parmi les 9, comme je l'ai dit tantôt, figure le professeur Jean-Louis Essambo. Qui est-il au fond, ce professeur de droit public à l'université de Kinshasa? Eh bien, les réponses dans ce portrait réalisé par Nadine Laing. 9 membres qui composent le bureau de la Cour constitutionnelle sont connus à la suite de l'ordonnance du chef de l'État rendue publique lundi. Parmi les heureux nominés, un sort du lot, Jean-Louis Essambo, ancien magistrat du parquet et professeur de droit constitutionnel dans plusieurs universités du pays. Formé dans la moule du célèbre professeur Djelo Epengue, Jean-Louis Essambo est considéré à juste titre parmi les rares constitutionnalistes que compte le pays, mais aussi le continent à cause de ses recherches sur le droit constitutionnel comparé. Côté politique, il est directeur du cabinet au ministère de l'Intérieur et anime plusieurs séminaires sur la décentralisation. Ses ouvrages, la Constitution congolaise du 18 février 2006, à l'épreuve du constitutionnalisme, et le tout récent, le droit constitutionnel, reste de référence en matière de littérature constitutionnelle. Mis aux côtés des autres érudits comme le professeur Emmanuel Uzolobambi Lessa, Vundwawe et les autres, ce jeune juriste formé à l'université de Kinshasa, puis à Louvain-la-Neuve, saura donner le meilleur de lui-même. Après le gouvernement provincial, la CENI a rencontré ce mardi les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Même exercice, la CENI a échangé avec ces derniers sur un certain nombre de points relatifs au processus électoral et surtout expliqué à ces élus de la ville le pourquoi de l'organisation des élections provinciales au suffrage indirect. La rencontre a eu lieu à la maison des élections Rosawazi et Pati Alouma. L'organisation du scrutin direct des élections urbaines, municipales et locales en 2014-2015 et l'organisation de tous les scrutins indirects, à savoir ceux des députés provinciaux, des gouverneurs ainsi que celles des sénateurs 2015. Et l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales, voilà ce mode de scrutin proposé par la CENI qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Face à cela, la CENI a pris soin d'expliquer en long et en large le pourquoi de cette proposition. Au nom du président de la centrale électorale, Jean-Pierre Kalamba souligne l'objectif de ces échanges. Aujourd'hui, nous voici avec les représentants légitimes de la population de la ville de Kinshasa pour un échange citoyen autour des thèmes ou de l'évolution du processus électoral RD congolais. Nous allons nous consacrer à des thèmes comme on vous l'a annoncé, examiner l'évolution du processus électoral dans notre pays et parler du calendrier des élections urbaines, municipales et locales prévues pour 2015. Roger Ntsingui, président de l'Assemblée, s'est dit disposé à échanger avec les membres du bureau de la CENI pour une bonne compréhension de l'état d'avancement du processus électoral. Nous sommes venus ici pour qu'il y ait vraiment un échange dans le but que les députés comprennent qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Je tiens à vous informer que les députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont ravis de répondre à cette invitation et s'attellent à comprendre aussi la teneur de cet échange.
Ces différentes rencontres organisées par la Commission électorale nationale indépendante avec les parties prenantes au processus électoral est une preuve, s'il en faut, que la centrale électorale est décidée à organiser des élections libres, transparentes et crédibles. La CENI a tant bien que mal donné les raisons de la tenue des élections législatives provinciales au suffrage indirect. Elle s'est cependant heurtée au rejet total de ce mode de scrutin par les députés provinciaux. Ces derniers estiment qu'avec ce mode de scrutin, les élections seront sans conteste biaisées. Je vous propose de les écouter au sortir de cette rencontre. Ils sont au micro de Rosa Wazi et Pati Alouma. On a longuement discuté avec la CENI sur ce qui est des élections. Parce que la CENI nous propose les élections provinciales à suffrage indirect. Mais nous avons dit non, si les députés provinciaux doivent être élus par les conseillers communaux, c'est-à-dire on doit encore marcher sur la Constitution, c'est-à-dire on doit revoir cet article-là. Alors que la population réclame non à la révision de la Constitution. Au stade actuel, nous avons dit à la CENI, s'il faut, parce que les pays ne manquent pas l'argent. Maintenant, là, de 2014 à 2016, on ne peut pas manquer 200 millions pour organiser l'élection directement de l'Assemblée provinciale. Nous disons à la CENI, s'il peut revoir, même coupler les élections locales avec les communes et puis l'Assemblée provinciale, là, ça sera vraiment sauvé au lieu d'attendre en 2016 pour dire que nous allons aller à l'exécution indirecte. Là, en tout cas, on est contre ça parce que nous savons très bien si le dossier est transféré au niveau de l'Assemblée nationale, et ça sera de l'élection indirecte. L'ensemble des députés provinciaux, toutes tendances confondues, ont décidé, ont rejeté catégoriquement l'option d'une élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Parce que ça contient les germes d'un dévoiement de la démocratie en ce que les gens les plus riches iront acheter les consciences des pauvres conseillers communaux. En l'occurrence, ce sont les conseillers, les sénateurs, les candidats gouverneurs, les députés provinciaux qui pourraient être élus par les conseillers communaux. C'est une mission et c'est une tâche lourde devant laquelle il serait difficile aux pauvres conseillers communaux de résister face à l'appât du gain. Nous sommes en train de manifester notre amertume, raison pour laquelle nous sommes en train d'implorer, de dire à la CENI s'ils peuvent revenir à leurs propositions émises par la CENI à l'endroit de l'Assemblée nationale. Au cas où la CENI s'entêtait, je crois bien l'élection serait biaisée. La CENI a ouvert un cadre de concertation avec les institutions politico-administratives le lundi 7 juillet. Elle a échangé avec le gouvernement provincial de Kinshasa. Au cours de cette séance pédagogique, le président de la CENI a rappelé que le gouvernement central et l'Assemblée nationale bloquaient son travail en ce qu'ils n'ont pas encore rempli leur part du contrat. Il s'agit entre autres de la contribution financière, du recensement de la population et de la révision des dispositions constitutionnelles relatives au processus électoral. Autant d'enjeux et défis qui se déclinent en termes de préalable. Commentaire de la rédaction avec Nadine Laing. Malgré la surchauffe des esprits autour de la révision ou non de la Constitution, le processus électoral est loin de s'arrêter. Mais pour plus de transparence et surtout pour éviter les erreurs du passé, la Commission électorale nationale indépendante s'est résolue de mettre en place un cadre de concertation avec les institutions politico-administratives du pays. À l'ouverture, le bureau de la CENI a échangé avec le gouvernement provincial de Kinshasa. L'initiative vise à lever certaines zones d'ombre qui persiste sur la crédibilité du processus électoral amorcé depuis 2006. En prenant l'initiative, le management actuel de la CENI divisait entre autres objectifs la viabilisation de l'opération de stabilisation de la cartographie opérationnelle. JP Kalamba a rappelé au gouverneur de Kinshasa les efforts que fournit la CENI afin que toutes les parties prenantes au processus électoral se retrouvent. Il a indiqué qu'à ce jour, 359 sur les 457
partis politiques officiellement reconnus sont déjà accrédités, 694 mandataires de partis politiques accrédités, dont 240 femmes, parité oblige, 26 organisations, dont 24 locales et 2 internationales. Le secrétaire exécutif adjoint de la CENI, Corneille Nangaa, a retracé les enjeux de la régularité du processus électoral depuis 1960. Ici, l'expert de la CENI a relevé les arriérés de 2006 et 2011, notamment les élections de députés provinciaux, sénateurs et gouverneurs de province. La balle est donc dans le camp des politiques, précisément du Parlement, qui doit lever l'option. Quelle que soit l'option à retenir, la CENI propose de commencer par les élections locales et municipales pour répondre à l'exigence de l'accord de Sun City, a précisé Corneille Nangaa. Et rien ne modifiera son calendrier. Or, un tel schéma présente un enjeu de taille. Les gouverneurs de province ne seront plus élus seulement par les députés provinciaux, mais aussi par les conseillers municipaux. Le cas de Kinshasa, le candidat gouverneur devra battre campagne après des conseillers de 24 communes de la ville. Mais cette innovation n'y va pas sans conséquences. La CENI martèle qu'il faut retoucher certaines dispositions de la loi électorale et de la Constitution. La saison sèche est déjà là, elle se fait sentir et impose le changement de mode de vie. Chacun se couvre le mieux pour éviter les maladies liées à la saison. Et parmi ces maladies, on cite la grippe. Celle-ci frappe de plein fouet la population. Alors, comment se protéger contre cette maladie virale? Les réponses dans ce reportage de Jemima Mogo, Judith Ashingo et Baby Malo.